Merci de regarder Canal 7. Bienvenue à votre débat politique décryptage cas par cas qui, pour ce numéro, fait un clin d'œil à l'économie. La BVMAC entre diplomatie et développement, c'est le thème de ce numéro. Et pour en débattre et pour le décrypter un peu plus, deux invités, comme il est de coutume. Aaron Mengue-Obian, qui est professeur d'économie et que nous retrouverons dans la deuxième partie de l'émission, à savoir le débat. Et le premier invité que je vous invite à découvrir tout de suite, c'est dans l'entretien. Pascal Wagny-Ambouret, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau de décryptage cas par cas. Merci d'avoir donné une tribune de communication à la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Voilà, vous êtes donc le directeur général de la BVMAC, qui est donc cette Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Vous êtes également le deuxième Gabonais à occuper ce poste de DG de la BVMAC après Willy Oncia. Effectivement. Il y a 2 ans, donc en 2014, vous étiez l'unique Gabonais à répondre aux critères de l'Institut français qui permettait donc de figurer au top 100 des jeunes dirigeants africains de 40 ans et moins, identifiés comme les leaders économiques de demain. Vous êtes arrivé en 24e position. L'actualité a évolué depuis le temps. Oui, puisque l'année dernière, ce même institut a décidé de me positionner à la 17e place. Je suis bien heureux de savoir que le Gabon est sur le feu de la rampe pour les leaders africains de demain. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on devrait savoir sur vous Non, simplement que je suis, comme vous l'avez dit, un Gabonais qui a fait la plupart de ses études à l'international, notamment en Écosse, où j'ai obtenu un bachelor d'économie internationale et de management, et pour terminer à Paris, dans un subdeco, en gestion des finances et PME-PMI. Et j'ai commencé toute ma carrière, donc j'ai effectué toute ma carrière en Europe, notamment à BNP Paribas, au démarrage. Ensuite, j'ai été au Crédit Agricole, Fastnet France et Investor Services. J'ai été trader à Chevreux, l'une des plus grandes sociétés de bourse dans le trading action. Et j'ai fini en Europe par un cabinet de conseil, OTC Conseil, où j'ai réalisé, bien évidemment, du marketing stratégique, des systèmes d'information financiers, notamment dans le domaine boursier. Et en 2007, le président Ohima a décidé de me faire rentrer au Gabon pour occuper le poste de numéro 2 à la BVMAC, notamment chargé du développement et du marché central. Donc votre retour au Gabon, c'est direct à la BVMAC? Oui, c'est, je veux dire, une aubaine parce que toute ma carrière, je n'ai fait que la bourse. Et ce retour au Gabon me donnait la possibilité de pouvoir évoluer dans un domaine que je connais, notamment le domaine des marchés financiers et boursiers. D'accord. Parlez-nous un peu de cette bourse de valeurs mobilières, comment elle fonctionne, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, il faut savoir que la BVMAC, pour revenir un petit peu à son historique, a été créée le 12 novembre 2003 par un texte UMAC-CEMAC. Cette bourse a été créée par la volonté des chefs d'État de la CEMAC afin de drainer l'épargne régionale pour le financement du développement. Elle a longtemps été considérée comme un serpent de mer dont on ne voyait jamais la queue. Et en 2007, le dispositif de gouvernance de la BVMAC, dont le chef de file est M. Claude Ohima en tant que PCA, a décidé de lui donner un nouveau souffle par l'acquisition d'un des meilleurs systèmes de cotation au monde, le NSCV 900, qui nous a coûté 1,2 milliard, pour pouvoir effectuer de manière efficace les intérêts des acheteurs et des vendeurs de titres sur le marché. Donc je suis venu au préalable pour implémenter ce système. Nous l'avons fait pendant 1 an. Nous avons mis en place une équipe d'intégration, CEMAC, aux côtés de nos partenaires de premier et de second niveau. D'abord Euronext, qui est l'éditeur du logiciel, mais aussi la Bourse de Casablanca, qui a été notre partenaire de second niveau pour la partie opérationnelle. Je pense que la volonté des décideurs de la BVMAC a été de pouvoir avoir une coopération sud-sud avec un pays qu'est le Maroc, que nous connaissons très bien, afin de pouvoir déployer un système et pouvoir travailler avec une équipe qui a plus ou moins les mêmes configurations que nous. Et donc comment ça fonctionne? Une bourse en général, et peut-être, est-ce que la BVMAC a le même fonctionnement que les autres bourses au monde? Oui, bien évidemment, la configuration est peut-être différente. Au démarrage, on a choisi un produit cash, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les investisseurs peuvent traiter sur 2 produits, les obligations, qui sont un prêt à long terme représentatif d'une dette, et les actions, qui sont une fraction du capital d'une société à la recherche de capitaux. Alors, la BVMAC a lancé ses activités le 12 novembre 2003 par l'emprunt obligataire de l'État gabonais. L'État gabonais qui est un acteur prééminent dans la volonté de consolider cette bourse-là, puisque le siège a été défini au niveau du Gabon, mais bien évidemment, c'est le Gabon qui a donné son premier titre
à la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Ça m'amène à vous poser la question, quel est le rapport ou la relation que la BVMAC entretient avec les États, avec les gouvernements des pays membres, si on peut le dire ainsi? Alors, il faut savoir déjà que la création de la BVMAC est une volonté des chefs d'État de la CEMAC. Nous avons une organisation spécifique, nous avons une concession de service public qui nous a été donnée par les chefs d'État de la CEMAC pour organiser et animer le marché financier. Simplement, ils ont décidé qu'au regard de la technicité de ce marché, la BVMAC a été confiée à une entreprise de marché gérée par des actionnaires. Voilà. Donc c'est simple, ils n'ont pas de moyens de contrôle ou alors ils n'influent pas de façon directe, c'est-à-dire l'exécutif de chaque État n'influe pas sur le fonctionnement de la BVMAC? Non, la BVMAC a une autonomie de fonctionnement. Simplement, il faut savoir que dans l'organisation de ce marché financier, il y a un régulateur, la COSUMAF, dont le rôle est de pouvoir contrôler, dont la mission est d'agréer et de sanctionner. Et bien évidemment, elle a une mission réglementaire de bon fonctionnement de ce marché financier et boursier. La BVMAC, dans ce cadre-là, est au cœur de ce marché financier dans la mesure où elle a pour vocation de gérer les intérêts des acheteurs et des vendeurs de titres sur le marché. Donc la BVMAC est au centre de ce marché financier du fait qu'elle attire les capitaux, elle permet aux investisseurs de pouvoir échanger et bien évidemment pour protéger l'épargne des investisseurs, qui est le postulat des autorités boursières, nous avons fait l'acquisition d'un système NEC plus ultra pour permettre aux acheteurs et aux vendeurs de titres de le faire dans de très bonnes conditions. Alors la BVMAC est aujourd'hui installée à pour siège Libreville au Gabon. Quel rôle une structure comme celle que vous dirigez peut jouer dans l'amélioration du climat des affaires? Bon, il faut savoir déjà que pour pouvoir accéder à ce marché financier et boursier, notamment un marché de capitaux, il faut respecter un certain nombre de critères. Au niveau de la BVMAC, nous avons 3 compartiments. 2 compartiments pour les entreprises, grandes et moyennes, et un compartiment qui est le compartiment le plus actif, c'est le compartiment obligataire, qui a pour vocation de financer le développement des États, des entreprises et ce que l'on appelle les contreparties nationales, notamment les collectivités publiques. D'accord. Et parlant de cette contrepartie nationale, on va peut-être un peu revenir au Gabon. Le président de la République, Ali Bongo, a engagé depuis 2010 un certain nombre de réformes qui visent à diversifier un peu plus l'économie gabonaise. Comment ça se fait ressentir sur les activités de la BVMAC? Bon, déjà, il faut partir de l'historique du président gabonais. Au moment où il accède à la magistrature suprême de l'État, il décide de faire du Gabon un pays géopolitiquement intégrateur, économiquement durable et culturellement diversifié. Dans le caractère géopolitiquement intégrateur du pays, il a eu la nécessité de mettre en place un climat des affaires sain. Vous savez, comme je vous l'ai dit précédemment, le postulat pour les autorités boursières, c'est la protection des investisseurs. Donc l'idée de mettre en place dans un pays un climat des affaires sain oblige les sociétés à respecter un certain nombre de critères, notamment en termes de corporate governance, bonne gouvernance et de best practices, c'est-à-dire les bonnes pratiques de gestion. C'est ce qu'a fait nombre d'entreprises qui ont accepté ce plan stratégique Gabon émergent, puisque nous avons vu Prix Import, qui en 2009 a décidé de lever des fonds en acceptant tous les critères, et bien évidemment Petro-Gabon, ce qui a permis bien évidemment l'éclosion de ces sociétés-là en couvrant le territoire national. On a vu aujourd'hui que Petro-Gabon était parti d'un logotype, et on a vu par la suite, avec leur nouvelle identité visuelle, qu'elle a pu couvrir l'ensemble du territoire gabonais. Donc la BVMAC aujourd'hui est le policier du respect des normes, ou alors pour accéder à la BVMAC, il faut respecter, il faut être à un certain niveau de normes? Non, il faut savoir que la bourse, c'est d'abord le prestige. Dès l'instant où vous décidez d'accéder à un marché de capitaux, il est essentiel, nécessaire et indispensable de respecter les critères dont je vous ai parlé précédemment, ces critères de bonne gouvernance, de bonnes pratiques de gestion. Il faut savoir que c'est le gendarme de la bourse qui a pour vocation de veiller au bon fonctionnement donc, de la BVMAC, mais aussi de veiller au respect d'un certain nombre de diligences de la part de nos émetteurs, qui sont les sociétés, les États ou les contreparties nationales qui décident de venir lever des fonds chez nous. Alors une question, la dernière, qui a un rapport avec l'actualité forcément politique. Nous sommes en pleine campagne électorale. Est-ce que ça a des influences sur le fonctionnement de la BVMAC, vu que c'est un organisme sous-régional? Comment vous, personnellement, en tant qu'économiste, vous entrevoyez cette présidentielle? Bon, écoutez, je pense que c'est un bon moment dans un espace communautaire comme le nôtre, parce que chacun va présenter un certain nombre d'orientations.
En 2009, c'est le plan stratégique Gabon émergent qui a été validé par l'ensemble des Gabonais. Aujourd'hui, le chef de l'État va se représenter avec un nouveau programme qui accompagne celui de l'égalité des chances, celui de l'avenir en confiance. Il propose aux Gabonais un programme sur l'égalité des chances. Je pense que c'est comme un projet. Au démarrage, il a mis en place toutes les structures d'intégration pour accompagner son plan. Aujourd'hui, nous sommes dans la conduite du changement et pour consolider ce plan stratégique Gabon émergent, il nous faut bien évidemment avoir un certain nombre de règles et de principes qu'il veut mettre en place, des principes d'égalité, casser un peu cette superstructure sociale qui voudrait qu'au Gabon, on n'ait que des prolétaires et des bourgeois, mais que demain, on puisse avoir un bourgeois qui devienne prolétaire et pourquoi pas un serf qui devienne seigneur. Et que peut-être la BVMAC ait plus de PME qui participent au fonctionnement du marché financier sous-régional. Oui, à partir du moment où on met en place un climat des affaires sain, il est propice à l'émergence de nouvelles entreprises. Nous sommes confiants, bien évidemment, que ces entreprises qui, pendant ces 7 ans, ont essayé de se structurer, ont essayé de respecter ces critères de bonne pratique de gestion et de bonne gouvernance, sont bien évidemment les premières qui accéderont très bientôt à notre marché de capitaux, donc qui feront donc, du Gabon un petit peu la volonté que le feu illustre président Omar Bongo voulait, faire de la BVMAC la fenêtre des économies de la zone CEMAC. Merci Pascal Wagnier-Ambouret. Vous ne bougez pas, on va accueillir ensemble votre contradicteur pour ce débat. C'est donc le débat qui se poursuit tout de suite après la transition. C'est le débat et le débat c'est également avec vous qui nous regardez à travers les réseaux sociaux, notre page Facebook, les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Une réponse, oui ou non, à la question posée. Pensez-vous que la réforme économique entamée depuis 2010 par le président Ali Bongo Ondimba ait porté les fruits escomptés? C'est la question posée à vos claviers. Nous accueillons Aaron Mengue-Obiang. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau de décryptage cas par cas. Merci. Je rappelle que vous êtes donc professeur d'économie à l'École nationale de commerce de Port-Gentil. Peut-être nous parler de cette expérience d'une nouvelle école. Comment vous la vivez? En fait, l'expérience, pour le moment, je la passe très bien parce que, en fait, j'ai été affecté au milieu de l'année à l'École nationale de commerce et donc, pour le moment, tout se passe très bien. Sinon, avant de peut-être de continuer le débat, je voulais d'abord quand même acquitter de cette exigence. Remercier d'abord l'équipe de Canal 7 de nous avoir permis quand même aujourd'hui de discuter de l'économie. Ça n'arrive pas tous les jours. D'accord, merci. Peut-être vous poser la question par rapport à l'entretien que j'ai eu tout à l'heure avec M. Wagnier-Ambouret. Est-ce que vous partagez l'avis, son avis tout au moins, du climat des affaires qu'il trouve sain au Gabon? Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Bon, donc... j'ai suivi le directeur général de la BVMAG. On peut toutefois quand même comprendre que le climat des affaires au Gabon est sain. En fait, il est sain, c'est ce que le directeur de la BVMAG essaie un peu de nous faire comprendre. En tant qu'économiste et observateur, je penserais tout simplement que pour le moment, ce n'est pas ce que je vois en fait. Parce qu'il y a d'une part l'objectif, ça veut dire que la vision, et c'est ce que de tous les États recherchent d'ailleurs, ça veut dire avoir le développement à partir d'une croissance économique. Et l'un des mécanismes, en fait, pour avoir une croissance économique, c'est notamment la bourse des valeurs mobilières, notamment on parle de marché financier. Et donc le rôle du marché financier, c'est notamment de financer l'économie. Et donc, ce serait bien, quand il parle d'un climat des affaires sain, ça veut dire tout simplement que le marché financier joue réellement son rôle. En fait, pour le moment, si le marché financier jouait réellement son rôle, on devait avoir ce qu'on appelle l'investissement, on devait avoir la création, la production d'abord, c'est une croissance véritable, mais puisqu'on peut parler aujourd'hui, puisqu'on dit qu'il y a la croissance au Gabon, on va peut-être en discuter, on va parler également de la création d'emplois. Donc, toute chose que pour le moment, je ne partage pas. Bon, je ne partage pas l'avis de M. Obiang. Je voudrais le remercier d'avoir accepté cette invitation pour pouvoir débattre avec la BVMAC. Il faut savoir déjà, comme je l'ai précisé tout à l'heure, que dès lors que vous accédez à un marché de capitaux, il faut respecter un certain nombre de critères. En général, un marché financier boursier
a de la croissance dès lors qu'on est dans un pays qui essaye de mettre les fondements d'un climat des affaires sain. Je vous ai dit que c'était comme un projet. En 2009, le président de la République décide d'accéder à la magistrature suprême de l'État. Il décide de mettre en place une équipe d'intégration capable de déployer son plan, l'avenir en confiance, notamment le plan stratégique Gabon émergent. Pour cela, il a mis en place un certain nombre de procédures. Procédures en termes de sanctions, procédures en termes d'égalité, puisque vous saviez qu'à l'époque, dans les régies financières, 16 régies financières, 14 étaient gérées par une certaine équipe. Donc il a ouvert les régies financières pour faire en sorte que, on va dire, le melting pot ethnique du pays puisse gérer les finances du pays. À partir de là, dès l'instant où on instaure la confiance, dès l'instant où on met en place des mécanismes de sanctions, ça participe dès lors à un climat des affaires sain. On a pu voir, en 2009, Prix Import, une société, une entreprise moyenne, décider d'accéder à notre marché de capitaux, estimant aujourd'hui que le pays était, grâce à la stratégie définie et l'objectif commun d'émergence à horizon 2025, pouvait, bien évidemment, décider de lever les fonds sur le marché financier et boursier au regard des procédures et des critères qui ont été mis en place. Donc là, on était sur la phase 1, c'est l'équipe d'intégration. Ensuite, on est dans la conduite du changement dont je vous ai parlé. Dans cette conduite du changement, vous savez très bien, il y a la résistance au changement. Dès lors qu'on arrive à casser cette résistance au changement-là, on arrive maintenant à l'objectif de former les équipes, former la population sur les différents critères et les objectifs communs que nous nous sommes donnés. Donc, au niveau de la BVMAC, à partir du moment où des entreprises estiment que le climat des affaires est approprié pour pouvoir accéder à notre marché de capitaux, on peut estimer effectivement que les différentes réformes mises en place par le chef d'État font en sorte que ces entreprises-là veulent accéder à notre marché de capitaux. C'est-à-dire lever des fonds à long terme pour financer leur développement. C'est palpable. On voit aujourd'hui, Prix Import couvre le territoire de Libreville. Oui, mais peut-être au niveau des entreprises que valent, ou bien sinon, c'est quoi l'importance ou l'afflux de ces entreprises dont vous gérez le portefeuille par rapport aux entreprises et PME qui existent en territoire gabonais? C'est-à-dire l'équilibre. Vous parlez d'entreprises qui aujourd'hui font confiance à la BVMAC, mais ce n'est pas toutes les entreprises qui voilà. Pourquoi le ratio est peut-être simplement parce que toutes les entreprises ne sont pas en ligne avec les aspirations en termes de critères de la BVMAC. Pour pouvoir accéder à notre marché de capitaux, Prix Import par exemple, ou Petro-Gabon, ou BGFI Holding, ou Alios ont accepté de respecter nos critères de bonne gouvernance et de bonnes pratiques de gestion. Ont accepté d'avoir des critères annexes liés au chiffre d'affaires, ont accepté d'avoir des prévisions en termes de business plan bénéficiaires sur 3 à 5 ans. Autant d'éléments qui ne permettent pas à des entreprises moyennes de pouvoir donc accéder à notre marché de capitaux. Je pense que le problème ne se pose pas dans le climat des affaires sains, mais le problème se pose aujourd'hui dans la structuration des entreprises qui peuvent accéder à notre marché de capitaux. Effectivement, en fait, je voulais quand même, parce que on parle de marché financier et le développement. Parce qu'en principe, ce que nous recherchons ici, c'est d'avoir l'impact, sinon du marché financier, sur le développement. Et lorsqu'on parle de développement, on est sur l'économie et le social. Vous avez décliné en fait l'économie. Et même là, vous déclinez tout simplement ce que vous faites comme action au niveau du marché, la BVMAC, au niveau du marché boursier. Mais en fait, le problème, à mon avis, c'est que je suis Gabonais et que je vis dans un quartier, je vis au Gabon, et qu'au Gabon, aujourd'hui, on parle de création d'emplois, alors que je sais très bien que lorsqu'on a une bourse de valeur qui marche, vous savez qu'il y a, comme je viens de le dire, parce que vous m'avez cité qu'une entreprise ou deux, je prends l'exemple, vous m'avez cité des Petro-Gabon, vous m'avez cité des Prix Import, mais alors que d'abord, dès le départ, je sais très bien que l'économie gabonaise, d'abord c'est une économie désarticulée. Autrement dit, nous sommes dans une économie d'exploitation et non d'une économie de production. Et là, à partir de là, il y a un problème. Parce que lorsqu'on parle des économies d'exploitation, ça veut dire que nous sommes dans l'économie de rente. Ça veut dire qu'ici, nous tirons beaucoup plus la richesse du pays à partir du sol. Vous voyez un peu? Et donc, dans cet instant, ceux qui peuvent peut-être bénéficier aujourd'hui des capitaux, vos capitaux, vous savez que ce sont peut-être les entreprises
étrangères, parce que ce sont qui sont ces entreprises-là. Mais justement, parlant d'économie de rente, on a le président de la République, puisque on parle aussi de politiques économiques. Il a, au début de son mandat, il souhaitait justement une diversification de l'économie pour quitter de cette économie de rente-là. Est-ce que vous pensez que c'est en marche? Vous pensez que c'est déjà appliqué là? Il est difficile d'en juger en fait que si c'est en marche ou pas, parce que je n'ai pas les chiffres. Et je ne suis pas encore allé, parce que je n'ai vraiment pas de zone économique spéciale de Hong Kong, je ne suis pas encore rendu, mais par rapport quand même, je suis quand même l'actualité, et j'essaie un peu de voir un peu les petits changements, mais ce n'est pas encore ça en fait, c'est pas encore ça. Je suis quand même assez surpris. Non, c'est pas encore ça, monsieur. Je veux dire pourquoi c'est pas encore ça. Oui, je veux dire que c'est pas encore ça, parce que en fait, lorsque l'économie, on peut dire, il y a ce qu'on appelle les secteurs d'activité. Il y a le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Et donc aujourd'hui, lorsque le président de la République parle de partie du secteur primaire pour le secteur secondaire, ça veut dire qu'en principe, nous sommes dans, nous sommes dans la transformation en fait. Nous sommes dans la transformation. Que dire de ces entreprises qui sont déjà dans la transformation de premier et de second niveau? Ça fait partie, bien évidemment, de la diversification économique. Oui, je sais que ça fait partie de la diversification. La plupart de nos entreprises, en général, avaient une économie totalement extravertie. Oui. On produisait et on envoyait ça vers l'extérieur. Mais combien aujourd'hui font dans des produits finis complètement? Combien d'entreprises qui êtes... Je pense qu'on va par étapes. Aujourd'hui, le président de la République a dit qu'il faut au moins une transformation dans la production au niveau du Gabon. Dans le bois, on a la première transformation. Dans le manganèse, bientôt, on aura aussi cette première transformation. C'est un début. Aucun pays en développement hier, devenu émergent aujourd'hui, n'est pas passé par ces différentes étapes-là. Il est difficile en 7 ans de réformer un pays qui, pendant 40 ans, a été dans une économie de rente. Donc, je pense que les choses vont par étapes. Comme je vous ai dit, on est dans un processus de conduite du changement. Et le processus de conduite du changement est un processus où la résistance au changement est très forte. Comment casser l'idée aujourd'hui que cette économie-là doit devenir une économie de transformation? C'est la grande difficulté. Donc la diversification économique est part de l'idée, effectivement, comme il a dit, de mettre en place un secteur primaire fort. Ces graines, bien évidemment. C'est aussi la volonté d'accompagner des entreprises comme Olam ou Siad Gabon. Siad Gabon qui a considéré à un moment de son développement, il fallait qu'elle renforce ses capitaux propres par l'introduction en bourse à la BVMAC pour avoir un peu plus de liquidité, pour continuer à financer son développement. C'est la SNBG, aujourd'hui, qui, avec beaucoup de fierté, transforme ce bois au niveau du Gabon avant de l'exporter. Donc, autant d'éléments qui nous montrent bien effectivement que les choix opérés par le président de la République sont palpables et ont un objectif de croissance. Il le sait mieux que moi. Un économiste F-List dit que, bien évidemment, les investissements d'aujourd'hui sont la croissance de demain et les emplois d'après-demain. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et on ne peut le jauger tout de suite sur 7 ans. Je pense bien que le nouveau mandat qui arrive va être le mandat de la mise en production de tous ces éléments-là qui ont été dans l'investissement. On va parler tout à l'heure des perspectives. On essaye d'abord de... Je pense que c'est là où l'erreur, en fait, parce que moi, je m'inscris dans un modèle de croissance peut-être déséquilibré. Vous voyez un peu, parce que lorsqu'on veut d'abord le développement d'abord pour les hommes, parce qu'on parle de développement là. Et donc, c'est beaucoup plus sur le social, en fait. Donc, comme je discutais avec lui tout à l'heure, je disais que tout simplement, moi, j'aurais préféré que le président mette d'abord l'accent sur le développement humain, notamment par l'éducation, la santé, parce que c'est à partir de l'éducation, la santé, le logement, c'est tout ça qui devait influer. Parce que lorsque quelqu'un se sent bien chez soi, moi je suis enfant, je sais très bien que lorsque j'ai une maison, je peux bien sortir et chercher quelque chose pour nourrir la famille. Mais lorsque on se met d'abord, ce qui n'est pas mal d'ailleurs, de chercher d'abord à satisfaire l'économie, parce que c'est de l'économie dont il s'agit là. On se cherche d'abord à satisfaire... Oui, mais en même temps, c'est une économie avec impact sur l'homme dont vous parlez. Est-ce que vous pensez que tout devrait reposer sur les seules épaules de l'État, assurer seul ce développement, ce bien-être de l'homme, sans aider à générer des emplois peut-être qui pourraient permettre à ceux qui sont... C'est de ça qu'on s'agit aujourd'hui, puisque lorsqu'on parle de financement, par exemple, de l'économie, on parle, ça veut dire que les entreprises ont besoin nécessairement des capitaux pour s'agrandir, pour agrandir leur production.
Effectivement, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'on n'arrive pas réellement à voir les résultats, en fait, de ce que le monsieur est en train de nous décrire en termes de création d'emplois. En fait, je peux comprendre avec Petro-Gabon, parce qu'on voit bien avec Petro-Gabon que Petro-Gabon est presque présent sur l'ensemble du territoire. Nous envoyons la facture, bien sûr. Ça veut dire que les emplois sont créés parce qu'on voit bien que lorsque Petro-Gabon s'installe, par exemple, dans une ville comme peut-être Bakumba ou Bitam, OEM, ce sont des stations pétro qui sont créées et là, les gens sont effectivement embauchés. D'accord, mais il a dit quelque chose également d'intéressant, c'est qu'il y aurait une sorte de blocage de certaines entreprises qui sembleraient refuser d'accéder à cette transformation-là. Je ne pense pas que les entreprises puissent refuser parce qu'en principe, lorsqu'il a parlé par exemple des compartiments, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de la bourse des valeurs mobilières, il y a des compartiments. Et il a insisté sur le fait qu'aujourd'hui, ils mettent beaucoup plus l'accent sur les obligations. C'est-à-dire qu'on donne la primauté aux entreprises d'emprunter ou l'État également d'emprunter pour mener un certain nombre d'investissements. C'est le compartiment le plus actif. Voilà. Et je suis bien évidemment revenu sur l'idée qu'il faut constater de manière empirique que tous les pays en développement hier qui ont un objectif d'émergence ont commencé par ce compartiment-là. Simplement parce qu'au démarrage, dans les pays en développement, les entreprises ne sont pas assez structurées pour accéder à notre marché de capitaux par le mécanisme de l'introduction en bourse. Bon, c'est un économiste, je pense que vous êtes bien au fait de l'idée qu'en 2009, quand le président de la République accède au pouvoir, quasiment tous les indicateurs économiques du Gabon sont au rouge. Donc, il a fallu mettre en place un certain nombre de réformes procéduriales et organisationnelles pour dynamiser le tissu économique du pays. À partir de là, je pense qu'une fois, comme je vous l'ai dit, que ces procédures organisationnelles, opérationnelles qui permettent à des entreprises de se mouvoir aisément, parce qu'aucune réforme n'est évidente au démarrage, dans un pays qui s'est assis sur un certain nombre de postulats, le postulat de la rente. Pour aller dans une diversification économique aujourd'hui, il faut bien évidemment choquer les mentalités. Et c'est ce que le président de la République a tenté de faire dès lors qu'il a accédé à la magistrature suprême de l'État. C'est choquer les mentalités en disant que désormais, les choses ne se feront plus de gré à gré. Mais désormais, vous allez passer par des appels d'offres. Et pour passer par des appels d'offres qui sont bien définis, ça doit respecter un certain nombre de critères. Ce sont seules ces entreprises-là qui pourront sortir, comprendre ces différentes procédures, qui seront capables d'être confrontées à la réalité économique d'aujourd'hui, celle du positionnement concurrentiel. Et le président de la République a voulu casser les monopoles. Il y avait, bien évidemment, avant 2009, trop de monopoles. Aujourd'hui, on a une concurrence qui se voit puisque nous avons de nombreux investissements directs étrangers qui viennent au Gabon. C'est simplement parce que l'émergence d'un climat des affaires concurrentielles font en sorte que les entreprises ont envie de s'affronter à d'autres entreprises. Et le Gabon arrivera à sortir de cette configuration-là dès lors que nos entreprises seront concurrentielles face aux multinationales. C'est là où je voulais en venir, vous m'excusez madame, c'est là où je voulais en venir parce que pour que notre économie soit concurrentielle, il va falloir d'abord développer les PME. Et les PME encore que pour le moment, la bourse des valeurs mobilières n'en tient pas tellement compte des PME. Alors que ce sont ces PME qui créent réellement l'emploi. C'est que les entreprises qui viennent, les entreprises étrangères qui s'installent au Gabon ne sont pas généralement porteurs d'emploi. C'est ces porteurs d'emploi, ces entreprises-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, les entreprises étrangères, notamment, parfois il arrive que lorsque ces entreprises arrivent sur le sol gabonais, par exemple, parce qu'ils ont toujours une préférence étrangère. Pourquoi? Parce que généralement ils se disent qu'au Gabon, il n'y a pas une main-d'œuvre qualifiée. Alors que c'est pourquoi je disais tout simplement que le président peut aussi bien commencer par à donner beaucoup plus l'accent sur l'éducation pour faire en sorte que les entreprises qui s'installent au Gabon... Et même au niveau peut-être, avant que vous ne réagissiez, est-ce que l'idée n'aurait pas été mieux perçue si on avait commencé par former ces PME auparavant? Vous avez parlé, par exemple, du système d'appel d'offres qui a évolué. Est-ce qu'on n'aurait pas dû former d'abord ces entreprises, les informer avant le protectionnisme éducateur, en fait, de Frédéric List, donc il décrivait tout à l'heure, là, on pouvait le faire comme ça. On peut commencer par former, encadrer, faire concentrer pour réunir les forces, parce que unis, nous sommes plus forts, en fait. Donc, on ne devait pas Je pense que dans le domaine économique, il ne faudrait pas réfléchir de manière aussi manichéenne. Il faut regarder la chose telle qu'elle est définie aujourd'hui. Le président de la République
a décidé d'ouvrir le Gabon à de nouvelles entreprises. On disait à l'époque qu'un seul pays avait le monopole sur un certain nombre d'entreprises au Gabon. Mais l'idée du président de la République, c'est de diffuser la technologie aux Gabonais. Parce que ces entreprises emploient des Gabonais. Elles apprennent des nouvelles procédures. Elles apprennent de nouvelles technicités dans leur déploiement. À partir de là, on va voir émerger une population beaucoup plus experte, une population de haute facture qui, au fur et à mesure de la mise en place de cet État-providence, où le chef de l'État a décidé de faire de la santé un secteur fort, de l'éducation un secteur fort et de la sécurité un secteur fort, ça va permettre à ces Gabonais de pouvoir se déployer. Parce qu'aujourd'hui, pour répondre à ce qu'a dit M. Obiang, c'est que le chef de l'État a mis en place un climat des affaires sain, a mis en place un nouveau modèle social à travers la CNAMGS, à travers, bien évidemment, toutes les écoles qu'on est en train de créer, à travers tous les hôpitaux qui sont en train d'être redéployés et créés au niveau du Gabon pour permettre à ces Gabonais-là, qui seront dans cette technicité-là, d'avoir une certaine liberté d'entreprendre. C'est toute la logique et la substance essentielle de la démarche du chef de l'État. Je n'en disconviens pas, honnêtement, je n'en disconviens pas, parce qu'il est toujours important que les entreprises étrangères s'installent dans un pays. Mais sauf que ces entreprises étrangères, parce que monsieur n'arrive peut-être pas à expliquer aussi, c'est que les entreprises étrangères, il y a ce qu'on appelle fuite de capitaux. Plus les entreprises étrangères sur le plan national, plus qu'il y a l'argent qui part à l'étranger. Moi, je pense qu'on n'aurait qu'à gagner en mettant d'abord un secteur, c'est-à-dire en développant l'économie gabonaise, c'est-à-dire en développant les entreprises en gabonaises. donnant plus de marché aux entreprises locales, mais en même temps, l'expérience et peut-être avec exemple à l'appui. Je ne parle pas de toutes les entreprises, mais je parle beaucoup plus des PME. On peut donner des petits projets. On n'a pas. J'ai dit, ces entreprises, ces PME ne demandent qu'à être encadrées. L'État gabonais a ses parts de responsabilité. Parce qu'en principe, l'État, lorsque l'État n'a pas que le mécanisme utilisé par exemple, la bourse, le marché financier pour financer l'économie, mais l'État donne aussi des subventions. L'État peut créer des fonds, parce que lorsque le président de la République parle de l'investissement, c'est-à-dire que je crois qu'il mettait 60%, je crois. 40% pour l'investissement. Oui. Mais alors, quelle est la part des PME dans ces 40%? Moi, c'est la question que moi, je m'interroge. Alors, moi, je ne poserai pas la question de cette manière-là. Je poserai plutôt la question de savoir quelles sont les PME susceptibles de pouvoir évoluer dans ce nouvel environnement-là. On a vu pendant longtemps beaucoup d'éléphants blancs dans le pays, du fait que la plupart des PME qui accédaient au marché public ne pouvaient les réaliser, faute souvent de compétences, faute souvent de moyens ou bien d'outils de production. Aujourd'hui, le président de la République vous propose... Parce qu'il faudrait que l'argent arrive d'abord, ou bien sinon les moyens financiers arrivent d'abord chez les... Si c'est des éléphants blancs, c'est bien évidemment que l'argent n'a pas accédé à ce pourquoi il était destiné. Donc on est bien d'accord. Il ne faut pas exclure. D'où la nécessité pour le chef de l'État de mettre en place un climat des affaires sain. Vous savez aujourd'hui le rôle de l'ANIF, l'agence d'investigation financière, qui de plus en plus joue son rôle et met en exergue un certain nombre de choses. Bon, donc il faut bien comprendre que pour pouvoir avoir des PME fortes, il faut avoir des PME expertes. Pour pouvoir concurrencer les sociétés multinationales, on doit avoir un certain nombre d'expertises. Et ça ne peut pas se faire sur 7 ans. C'est un processus de 15 ans. Vous pouvez regarder dans les pays en développement, comme je vous l'ai dit hier, devenus émergents aujourd'hui, il nous faut être confrontés à la vraie réalité économique. Et ce modèle économique qui demande à faire venir des entreprises étrangères, qui doivent au moins employer 30% des Gabonais, c'est pour que nous soyons confrontés à cette réalité-là. Moi, je suis convaincu. Je vous donne un exemple simple. Vous regardez aujourd'hui la ville de Port-Gentil. Les employés d'hier dans les sociétés pétrolières comme Total ou autres sont aujourd'hui devenus ces entrepreneurs-là qui ont créé des sociétés parapétrolières. Parce que pendant des années, elles ont été confrontées à la réalité économique de ces sociétés-là, ont eu un transfuge, je dirais, de compétences et ont su allier leur savoir-faire et leur expérience dans la boîte pour se dire que je suis capable aujourd'hui, moi,
dans le même domaine, de pouvoir montrer ma capacité à ces différentes sociétés-là. Mais M. Ambour, est-ce que dans l'attribution des marchés, si vous avez pour un même marché une offre de Total Gabon, puisque vous parliez du secteur pétrolier, et de cette entreprise locale parapétrolière, ou alors est-ce que vous pensez qu'honnêtement, au niveau de l'attribution des marchés, on sera favorable à l'entreprise? Alors, aujourd'hui, il est difficile de dire qu'il y a, au niveau du Gabon, une entreprise de l'envergure de Total Gabon. Le président de la République a mis Gabon Oil Company. Elle est en train de faire son chemin. Ils se sont donné des objectifs à horizon 2025 pour être aussi concurrentiels qu'une entreprise comme Total Gabon. Donc, il faut savoir dans quel secteur d'activité nous évoluons. Il y a des catégories de secteurs d'activité. Les PME ont leur secteur. À partir de là, si elles ont tous les critères pour être concurrentielles face à des entreprises étrangères, il n'y a pas de raison qu'elles ne participent pas à l'appel d'offres et le gagnent. Je pense que, bien évidemment, la priorité sera donnée aux entreprises gabonaises dès lors qu'elles ont la compétence. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de déficits et d'insuffisances. C'est le rôle de l'État de corriger cet environnement-là et ces insuffisances-là, mais c'est le rôle aussi des acteurs économiques et des chefs d'entreprise d'avoir les différentes armes pour pouvoir déployer leurs différentes entreprises pour être concurrentielles face aux entreprises étrangères. Bon, moi, je pense que, en fait, pour développer l'économie gabonaise, c'est bien le marché financier. Et moi, j'ai l'impression qu'on continue toujours à sectériser. Ce qu'on est toujours en train de diviser, on est en train de catégoriser, en fait. C'est comme, parce que lorsqu'on parle de marché, normalement, nous sommes dans le marché des capitaux, là. Parce que le marché financier, c'est le marché des capitaux à long terme, alors qu'il y a un marché des capitaux à court terme. D'abord, les banques, parce que ce sont ces banques-là, en principe, qui devaient d'abord commencer au départ à financer, parce que moi, je reviens toujours à l'idée des PME. Bon, et aujourd'hui, on constate qu'il y a une difficulté, en fait, d'accéder déjà d'abord au marché des capitaux, plutôt à court terme, donc au niveau des banques. Il y a une difficulté. Et donc, si ces marchés, ces PME sont également confrontés à les mêmes difficultés, peut-être l'intégration au niveau de la bourse des marchés, la bourse des valeurs mobilières, il est tellement difficile pour que... Et moi, je pense que l'économie gabonaise, c'est vrai, avec peut-être des entreprises étrangères, parce qu'on parle aussi de processus d'imitation, la technologie, mais je pense qu'à un moment donné, il va quand même falloir aussi développer l'économie gabonaise. L'économie gabonaise, ça veut dire que par les Gabonais. Il sera très difficile qu'on se développe avec les entreprises étrangères. Je ne suis pas contre, et je le réaffirme, je ne suis pas contre, mais l'État gabonais gagnerait beaucoup plus à développer l'économie gabonaise. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un peu de la faute des Gabonais eux-mêmes, une question de mentalité? Nous sommes sur le terrain, le programme Guinée est lancé depuis quand même longtemps, mais les gens peinent à y croire ou alors peinent à s'y adonner. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de volonté? Je ne pense pas. Qu'est-ce qui fait problème selon vous? Non, tout part de l'État. Tout part de la volonté que l'État donne peut-être à une nation, je parle de manière globale. Si nous restons dans le domaine de la création, en fait, le problème d'abord, c'est que tout doit partir. Moi, j'insiste de l'éducation, en fait, parce que pour développer les mentalités, pour développer la créativité, on le voit si bien parfois aux États-Unis, il y a des petits concours, il y a des concours qui sont organisés pour développer la créativité. Mais au Gabon, j'ai vu avec une association dont je ne connais pas vraiment le nom, une association qui fait dans le... cette association fait généralement dans en fait, ils mettent des enfants qui veulent mettre des projets, ils émettent des projets, et en émettant des projets, ils font des petits concours pour, à la fin, je crois que... Junior Achievement, ça doit être ça? Je crois, en fait, parce que j'ai un ami qui a participé à ça. Ouais, le prix de l'excellence. Et donc, c'est vrai que c'est pas mauvais, mais je pense qu'on doit commencer tout cela bien avant, c'est-à-dire qu'à partir de l'école. J'ai vu quelque part où on faisait des concours de littérature. Pour des populations rurales dont la première ressource, c'est la terre, vous croyez qu'il faut aussi une formation pour un programme comme Programme Graines pour qu'ils accèdent à cela ou alors... Je vais vous surprendre, madame, je vais vous surprendre parce qu'en principe, nos mamans qui sont peut-être dans les zones rurales, mais nos mamans n'ont pas besoin d'avoir de la formation. Elles ne demandent qu'à être encadrées, en fait.
parce qu'elles connaissent bien ces techniques-là bien avant. Ah, vous pensez que c'est un problème d'encadrement? D'encadrement. Je dis que le Gabon, il y a un problème juste d'encadrement. C'est parce que tout simplement, à un moment donné, c'était ce qu'on appelle, tout le monde voulait faire ce qu'il voulait. Donc il y a eu un problème dès le départ. On a négligé l'essentiel. L'essentiel, moi, dans tout ce que je pense, l'essentiel, c'est l'encadrement. Lorsque les gens sont bien encadrés, on peut bien se développer. Alors, en quoi alors, le problème soulevé est de savoir en quoi vous trouvez aujourd'hui que dans la problématique de l'émergence du chef de l'État, les Gabonais ne sont pas encadrés. Moi, je dis simplement, on veut développer une classe moyenne d'entrepreneurs. Le chef de l'État vous dit il faut mettre un État-providence fort pour que la santé, l'éducation et la sécurité soient prééminents. Il ne peut pas avoir l'État-providence fort lorsque vous parlez de l'égalité des chances. Non, l'égalité des chances, c'est pour dire, nous avons mis en place un certain nombre de réformes. Il faut faire en sorte aujourd'hui de casser la superstructure sociale. Aujourd'hui, l'enfant du ministre, automatiquement, de par les réseaux, peut accéder à des postes de responsabilité du fait que son père a les moyens de l'envoyer aux États-Unis et ailleurs, même dans des écoles de 8e zone. Mais le fait qu'il puisse accéder à des stages un peu partout dans le monde lui donne une certaine prééminence. À partir du moment où le chef de l'État vous dit, déjà à la base, dès lors qu'un Gabonais, prolétaire soit-il, a des bonnes notes, a le baccalauréat de manière brillante, c'est de lui donner toutes les possibilités, d'une part pour accéder à ces emplois-là, mais lui donner toutes les chances de pouvoir réussir. C'est ça aujourd'hui l'égalité des chances. Il faut qu'on casse cet habitus de classe qui voudrait que l'enfant du ministre ou l'enfant du directeur général deviendra automatiquement une personnalité de haute facture dans le pays. Donc pour moi, l'égalité des chances vient consolider le travail de l'avenir en confiance. Et pour cela, je pense que il faut changer les mentalités. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, lorsque le président de la République accède à la magistrature suprême de l'État, en voulant faire du Gabon un pays géopolitiquement intégrateur, ça doit permettre au Gabon de pouvoir s'ouvrir aux autres pays de la CEMAC en mettant en place les différentes réformes. Ces graines, demain, peut-être que c'est nous qui allons exporter de la tomate vers le Cameroun ou la Guinée équatoriale. Économiquement durable, c'est aussi dire qu'il faut protéger l'environnement. Mais culturellement diversifié, il ne s'agit pas là d'une diversification de folklore, mais il s'agit d'une révolution des mentalités. Parce que le problème aujourd'hui des Gabonais, c'est un problème de mentalité. Moi, je suis membre d'une association qui s'appelle Tendance à veut dire. Je viens de Port-Gentil où nous avons réalisé la semaine de l'initiative privée. Eh bien, je peux vous dire que le véritable problème, ce n'est pas de diffuser l'information, de faire circuler la formation, mais c'est bien le changement de mentalité. Quand on dit aux Gabonais que pour pouvoir travailler sur le terrain, il faut être là à 6 heures, ils arrivent à 11 heures. C'est une expérience que j'ai vécue. Je ne l'ai pas seulement vécue à Port-Gentil, je l'ai vécue à Libreville, dans la vente des sandwichs, en prenant un positionnement concurrentiel, en prenant 2 étrangers qui étaient dans le domaine, qui lorsqu'un Gabonais vend 15 sandwichs, il en vend 100. Simplement parce qu'il n'a pas l'habitude. Ce n'est pas un reproche que l'on fait, mais il faut accepter déjà qu'il y a une problématique du changement de mentalité. À partir de là, je pense qu'on pourra faire beaucoup de choses. En fait, ce qui tue réellement nos économies, bien sûr nos pays, c'est parce qu'on veut faire du tout à la fois. J'ai l'impression que monsieur parle en même temps de l'État-providence forte. C'est ça, non? Monsieur, l'État-providence fort. C'était l'État-providence gratuit, sans structuration, sans spécification. Mais également, il parle en même temps de l'égalité de chances. Alors que moi, je sais très bien que l'égalité de chances est un principe libéral, en fait. Ça veut dire que lorsqu'on parle de l'égalité de chances, il faut donner plus de liberté, premièrement. C'est un principe occidental que vous êtes en train de définir. Mais dans notre configuration régionale, il est difficile de parler d'égalité des chances comme un principe universel. Nous allons le configurer selon l'interculturalité de notre pays. Mais ça, c'est dans l'avenir. Entre-temps, moi, ce que nous, les Gabonais, nous remarquons, c'est que le principe d'égalité de chances que dont vous définissez parle en termes de mérite et des talents. Alors que lorsque vous parlez de mérite et de talent, ça veut dire que vous savez que tout le monde ne peut pas avoir les mêmes mérites. Et ce n'est pas le rôle de l'État, en fait. Parce que l'égalité de chance, ça a été donné de manière naturelle par, je peux dire, le Créateur, par Dieu. Ça veut dire que c'est ce que même les libéraux défendent, c'est l'idée qu'ils défendent. Ça veut dire que l'homme naît libre et égaux, et donc l'homme-là doit peut-être pouvoir chercher également
sa façon peut-être de survivre, mais en mettant en principe ce problème de liberté, c'est-à-dire que l'égalité de chance. Mais ça, c'est le concept économique. Oui, le concept économique qui traduit l'égalité des chances. Oui, mais l'égalité des chances telle que voulue par le chef de l'État ne part pas de l'idée d'un concept économique. C'est pourquoi je pense que... Il parle d'un constat, un état des lieux du pays. Non, c'est pourquoi il a vu les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du pays. Pourquoi je pense et il a décidé de mettre en place l'égalité des chances. Je pense plutôt que l'État devrait plutôt encourager ce qu'on appelle l'égalité de situation. Parce que c'est avec l'égalité, c'est le rôle de l'État, en fait. L'égalité de situation, c'est juste des rééquilibrages. Parce que lorsqu'on est dans le principe d'égalité de chances, prenons un peu l'exemple. La chance, c'est quelque chose d'aléatoire, vous voulez dire? Non seulement c'est aléatoire, mais également, prenons un exemple vraiment très simple. Parce que ici, les Gabonais nous suivent. Et comme les Gabonais nous suivent, nous devons parler un peu plus simplement pour qu'ils puissent mieux nous écouter et puissent peut-être nous suivre. Quand on parle d'égalité de chances, on va aller, par exemple, dans des domaines comme l'école. Il y a le fils de prolétaire et il y a le fils de bourgeois. Les fils de prolétaires n'ont pas les mêmes moyens d'aller à l'école. Mais est-ce qu'il y a l'égalité des chances là-dedans? Mais alors que lorsqu'on met un principe d'égalité de situation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si le fils de bourgeois peut aller à l'école dans une grosse bagnole, alors on devrait plutôt mettre les bus pour ramasser les enfants des prolétaires quelque part, pour les amener peut-être à l'école, pour arriver à l'heure également à l'école. Voilà le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est pour le rééquilibrage des situations, en fait, c'est-à-dire qu'il s'agit des niveaux de vie. Si, par exemple, monsieur en face a peut-être 2 millions de salaire, et que moi, qui suis peut-être un fils de prolétaire, et que je n'ai peut-être que 5 millions, peut-être plutôt, je pourrais parler 500 000 francs, mais le rôle de l'État, c'est de m'amener à avoir un niveau de vie pas peut-être équitable. Mais en même temps, il ne faudrait pas oublier un critère primordial qui serait juste d'ailleurs, c'est l'excellence et le mérite. Mais il faudrait mériter, on ne va pas vous équilibrer à son niveau juste pour mettre les chances au même niveau. Ce que je dis, lorsqu'on parle d'égalité de chances, en fait, on va faire ce qu'on appelle les laissés pour compte. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes chances. Dieu a créé les hommes, d'abord, quand vous regardez même vos doigts, les 5 doigts de la main, ils n'ont pas la même taille, en fait. Et donc, à partir de là, il faut aussi comprendre que les hommes naissent aussi de cette manière-là. Et lorsque les hommes naissent de cette manière-là, les hommes évoluent également de cette manière-là. Donc, le rôle, en fait, moi, je refuse, parce que je sais que le rôle de l'État, ce n'est pas de défendre l'égalité de chance. Le rôle de l'État, c'est de défendre l'égalité de situation. Bon, il est difficile de parler d'égalité des situations dans notre pays. Prenez aujourd'hui la plupart des intellectuels qui ont opéré à partir des années 70. Ils sont issus de quelle classe? Ils sont issus de la classe des bourgeois ou ils sont issus de la classe des prolétaires? C'était pour la plupart des prolétaires qui, par la force du travail et la force du poignet, sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, on ne peut pas parler d'égalité des chances dans le concept occidental que vous mettez en place aujourd'hui. L'égalité des chances va de l'idée que, aujourd'hui, les dysfonctionnements dans l'éducation font qu'on arrive à voir à la périphérie un enfant qui a eu 15 au bac et qui n'a pas eu les chances de pouvoir sortir et de se déployer fortement. C'est ça l'égalité des chances aujourd'hui. Le président de la République vous dit il a 15, je lui donnerai une bourse de 320 000 francs. Il a 15, je lui donne la capacité de pouvoir aller dans les meilleures écoles. Mais il sera difficile d'arriver à 15 parce que vous m'excusez, parce que pour être excellent, je vous ai dit que, on a dit qu'on était jeté en séance. Je suis obligé de l'arrêter. Il faut que les salles de classe soient respectueuses de la norme. Je prends l'exemple de l'école. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, c'est la question que je pose à M. Obiang, qu'en terminale, la plupart des élèves qui ont 15 aujourd'hui sont des fils de bourgeois? Non. C'est des fils de prolétaires. C'est des fils de prolétaires. Donc vous êtes bien d'accord que dans le cadre d'une égalité des chances, on doit leur donner toutes les chances pour demain accéder à des postes de responsabilité. D'accord, attendez qu'il réponde à votre question. Sauf que il sera difficile d'un élève de terminale d'avoir 15 au bac. Parce qu'ils sont généralement nombreux dans une salle de classe. Ce n'est pas le critère. C'est pas le critère. Le critère, c'est la volonté intrinsèque de la personne de travailler. Oui, c'est pas le critère. Non, je vais mettre les parallélismes avec d'autres établissements. Quand je prends un établissement, par exemple, comme l'école des jeunes militaires, l'école Britannique militaire, ils passent le bac gabonais. Et ils passent le bac français. Ils passent aussi le bac français. En quoi ça vous gêne?
Ça ne me gêne pas. C'est une école d'excellence. Aujourd'hui, de ce Prytanée militaire, nous avons des Gabonais qui sont dans les avions de chasse. Ne reprochez pas vous parlez de l'égalité des chances. Non. Il faut donner aussi la possibilité, les élèves qui appartiennent des établissements. Dans aucun pays du monde, on a les HEC, les SEC et autres sont des écoles d'éminence. Ne refusez pas aux Gabonais d'avoir une école où on passe par concours pour y accéder, pour devenir des personnalités de haute facture dans le pays. Ne reprochez pas à l'administration. Non, je ne refuse pas. J'ai déjà fait le débat avec quelqu'un d'autre. Ne reprochez pas à l'administration du Prytanée militaire de mettre en place des stratégies pour faire en sorte demain que dans le domaine de la sécurité, les Gabonais soient à un certain niveau par rapport à d'autres pays. Je ne refuse pas. C'est le tout dernier virage de cette émission. Peut-être on va aborder les perspectives parce que je l'ai promis tout à l'heure. Vous, en tant qu'économiste, comment vous voyez l'avenir si le président de la République réussit à avoir ce prochain septennat? Comment vous voyez, qu'est-ce que vous pourriez conseiller en tant qu'économiste pour modifier la courbe? La question est très pertinente parce que, en fait, je ne suis pas dans la tête du président de la République, mais... il y a déjà des actes qui sont posés, il y a les réformes économiques, il y a la diversification de l'économie qui est souhaitée. Il faut d'abord féliciter le fait que le président de la République a réussi quand même à réformer la bourse des valeurs mobilières, parce que ce n'est pas toujours évident. Quand on sait que les bourses de valeurs mobilières, on avait plutôt l'impression que c'était peut-être un effet de mode. Donc aujourd'hui, avec ces explications, on peut comprendre que la bourse des valeurs mobilières entraîne quand même de prendre des envols. Est-ce que beaucoup reste encore à faire en matière de PME, PMI, climat des affaires, formation peut-être? Je pense qu'il faut encore insister beaucoup plus sur la formation des hommes. Parce que je disais tantôt que, par exemple, pour amener les entreprises étrangères, il faut qu'ils trouvent d'abord sur le plan national les jeunes capables de relever le défi. Parce que nous sommes dans la mondialisation. Mais également, moi en tant qu'économiste, ou parfois je dirais même en tant que citoyen, je dirais tout simplement au président de la République que le développement dont il souhaite tant, il ne le fera pas si le Gabonais n'est pas énormément bien éduqué. Parce qu'en fait, il faut l'éducation de qualité. C'est la base de tout. Le Japon a réussi à se développer, c'est d'abord parce que le Japon n'avait pas de richesses naturelles, mais c'est par rapport d'abord à l'éducation. Et c'est cette éducation que le Japon a réussi à transmettre au reste des pays, aujourd'hui qui sont les dragons qu'on appelle les pays émergents. Donc, cultiver l'intellect. Cultiver l'intellect, mais en organisant réellement le système éducatif gabonais, en mettant en place l'école de qualité. Moi, voilà ce que j'attends du prochain septennat. Au cas où il réussira, parce que je l'espère, parce que je sais que Ramil fait des bonnes choses, notamment avec la bourse. Alors, M. Pascal Wagner-Ambourouet, la BVMAC, au-delà du défi diplomatique, doit aussi relever le défi de développement économique du Gabon et de la sous-région. Oui, bien évidemment. Je pense que l'un des postulats du président de la République, et là, je rejoins M. Obiang, c'est la formation de sa population. Une population bien formée est une population qui peut suivre, bien évidemment, la valeur ajoutée de ce que propose un chef d'État, notamment dans le plan stratégique Gabon émergent. Mais il y a une notion qui est, pour moi, indispensable. Au-delà de la formation, c'est le critère de responsabilité. Il faut aujourd'hui que chacun à notre niveau de responsabilité, nous puissions accompagner le plan stratégique Gabon émergent et définir ensemble l'égalité des chances. L'égalité des chances voudrait que j'ai été bien formé, mais que je puisse aussi transmettre. Parce qu'au niveau du pays, il faut le reconnaître, et ça c'est une mentalité purement africaine, il y a beaucoup de rétention d'informations. Il nous faut ouvrir nos esprits à tous ces jeunes en quête de savoir. C'est la raison pour laquelle la BVMAC a ouvert une école de la bourse, pour pouvoir transmettre la plupart des informations liées au métier-titre. De nouveaux métiers s'ouvrent à nous grâce à la mise en place d'un climat des affaires sain et toutes ces entreprises qui ont accédé à notre marché de capitaux, c'est les métiers liés au système d'information financier. Aujourd'hui, comment faire une étude de faisabilité, comment mettre en place un plan de recettes, dérouler des pas de test, mettre en production un système, autant d'éléments qui vont pouvoir accompagner le développement du Gabon. Donc je pense que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a mis en place
les fondements organisationnels et opérationnels pour que le pays puisse aller vers cette quête d'émergence-là. Mais il nous faut être responsables pour pouvoir accompagner. Un président seul ne pourra pas faire l'émergence. La responsabilité, c'est également gagner un marché et le terminer dans les délais. Exactement. D'où la nécessité du postulat qu'il a mis en place, changeons ensemble. Nous changerons ensemble à diversifier l'économie de notre pays. Nous y arriverons dès lors qu'ensemble, nous acceptons nos erreurs et nous acceptons de les changer ensemble. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que vous êtes Aaron Mengue-Obian, professeur d'économie à l'École nationale de commerce de Port-Gentil. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Pascal Wagné-Mbouroué. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la BVMAC. On vous remercie encore une fois, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, le débat se poursuit sur les réseaux sociaux et à travers les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Répondez à la question posée pour ce numéro. On se donne un rendez-vous au prochain décryptage cas par cas.